Dis-moi, qu'est-ce que le nom de Icare, I-C-A-R-E, peut évoquer pour toi? En dehors de la légende classique, bien entendu, que tout le monde connaît. Alors voilà, page 198. Icare fut enfermé par Minos dans un labyrinthe. Il s'évada grâce à des ailes qu'il fabriqua et qu'il s'attacha sur le dos avec de la cire. Mais dans son vol, il s'approcha si imprudemment du soleil que la cire se mit à fondre. Il perdit ses ailes et tomba dans la mer qui porte son nom. Évidemment, tous les mythes ont un sens qu'il faut dégager du folklore. Si on considère le soleil comme le symbole de la vérité, alors Icare se brûle les ailes parce qu'il s'approche trop près de la grande vérité. Voilà. Est-ce que cette interprétation peut t'aider? Allô? Allô? Dans cette vidéo, je vais dire les choses sans tabou. Quels sont les véritables objectifs des élites occultes et comment démasquer leur agenda? Puisqu'il paraît que nous sommes vraiment libres de dire les choses et qu'on est dans une société démocratique, alors profitons-en. Ah, et tant qu'on y est, ceux qui passent leur temps à dire « où sont les preuves ?» c'est n'importe quoi, ou autre, je dirais ceci. Même lorsqu'on vous met des preuves sous le nez, vous ne voulez pas y croire. Il n'y a que vous qui puissiez changer votre état d'esprit. Si vous ne voulez pas voir, vous ne verrez rien. Vous êtes soit dans le déni de réalité, soit un putain de troll. Si c'est le cas, trouvez-vous un autre hobby, métier ou une autre chaîne YouTube. Et aussi, je ne suis pas votre journaliste attitré. Si un sujet vous intéresse, allez investiguer vous-même. Prenez vos responsabilités d'adulte un peu. Et ouvrez des bouquins, si vous savez encore lire bien sûr. Ou alors, vous faites celui qui ne se sent pas concerné par tout ça, et continuez à être un consommateur docile. Mais venez pas nous polluer avec vos pseudo-doutes. Moi quand je parle d'un sujet, c'est du vécu, de l'expérience. Je ne parle jamais sans savoir, contrairement à vous. Je vous attends sur n'importe quel argument, mais en général, vous n'en avez aucun de solide. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Mes récentes confirmations de découverte m'amènent à vous dire que le signe 666 de la main n'est pas à proprement parler satanique, mais il n'est pas moins dangereux pour autant. Il s'agit d'un signe ancien, utilisé en Inde, qu'a réutilisé Krishnamurti. Qui était-il? Un initié de la théosophie, donc à rapprocher de Rudolf Steiner, Elena Blavatsky, Alice Bailey, les gourous les plus dangereux du New Age. En réalité, la doctrine qu'on appelle New Age depuis les années 60-70 n'est pas nouvelle, et n'est pas aussi cool que vous pouvez penser. Oui, il y a un rapport entre la doctrine du nazisme et les théoriciens du Nouvel Âge. Et oui, les théosophes parlaient du principe de surhomme, avant qu'Hitler ne soit même élu. Au moins une télépathe rendait visite à Hitler et aux dirigeants nazis dans leur château, régulièrement. Qui était l'invité mystère? Qui est cette femme coiffée d'un voile noir? Elle révèle qu'elle a été en contact avec une planète appelée Aldébaran, qui se trouve à 64 années-lumière de la Terre dans la constellation du Taureau. Elle a déjà canalisé des informations dans 2 langages différents. L'un semble être une forme d'écrit templier allemand, mais l'autre est du sumérien. La femme révèle au groupe qu'on lui a transmis les plans de vaisseaux spatiaux perfectionnés utilisant une énergie illimitée. Ils la baptiseront énergie vrille. Régulièrement, pour des séances de channeling. Et on est quasiment certain que ce fut Blavatsky. Lisez Blavatsky, lisez Alice Bailey. Oui, il faut se taper des milliers de pages, désolé. Pour faire très court, les théosophes pensent que le monde est une lutte entre les principes d'Ahriman et de Lucifer, Christ étant là pour faire la transition, l'équilibre entre les deux. Or, on sait qu'ils considèrent Ahriman comme le principe mauvais et Lucifer comme le bon. Donc, pourquoi ne pas penser qu'ils considèrent le dieu des religions monothéistes comme étant Ahriman, et que la lumière, entre guillemets, dont ils nous parlent sans cesse, est celle de Lucifer, qui apporte, selon eux, la connaissance. Pour faire encore très court, il y a eu des connexions entre Rudolf Steiner et Theodor Heuss, qui a créé l'Ordo Templi Orientis, l'Otto, et a restructuré l'ordre des Illuminaten, qu'il a intégré au sein de l'Otto. Or, il souhaitait que ces Illuminaten conservent la doctrine des Illuminés de Bavière, de Weishaupt, qui avaient continué leurs travaux sous d'autres bannières, depuis qu'ils avaient été pris la main dans le sac en Bavière. Ce qui nous fait remonter à la Révolution française, au moins.
Mais de quoi ou quelle doctrine parle-t-on au juste? Eh bien, il s'agit de la doctrine de la gnose. Elle s'est déguisée sous de nombreuses formes depuis l'Antiquité pour échapper au gouvernement et aux religions. Mais c'est bien cette même ligne directrice qui est commune à tous les mouvements occultistes et ésotériques dans l'histoire. Mais j'aimerais m'arrêter un instant sur une première contradiction. Il y a eu connexion entre la théosophie et les dirigeants nazis, peut-être par le biais de la société Thulé d'ailleurs. Et par ailleurs, il y a eu un lien entre la théosophie et l'Ordo Templi Orientis, donc aussi avec les Illuminatum, donc forcément proche des doctrines des Illuminés de Bavière et donc en partie de ceux qui ont fomenté la Révolution de 1789. On pourrait parler aussi de Napoléon, soutenu par ces puissantes organisations, pour unir les pays d'Europe, déjà. Dès le moment où il a commencé à n'en faire qu'à sa tête, ses soutiens l'ont lâché. À ce propos, vous pouvez lire l'ouvrage de Georges Serbanesco. Donc, en résumé, on a des assassins ayant participé ou suscité des bains de sang et génocides à grande échelle, qui ensuite nous font des leçons sur la nécessaire paix dans le monde, sur la nécessaire unification des pays, sur le peace and love, mode lancé par les sectes New Age aux alentours de 68. Pensez-vous qu'ils se sentent en contradiction? Sûrement pas le moins du monde. Ce qui a évolué, c'est qu'avant ils utilisaient tous les moyens, y compris la force et le sang, pour tenter d'unifier les pays et imposer leur doctrine. Alors qu'à partir de la Seconde Guerre mondiale, ils privilégient cela de manière plus pacifiste, mais utilisent des armes psychologiques de masse, comme on va le voir. Écoutez parler des gens comme Benjamin Crème de La Paix dans le Monde, du Retour de Maitreya. L'écrivain britannique Benjamin Crème, Maitreya, un instructeur d'une stature extraordinaire, est aujourd'hui dans le monde pour nous aider à réaliser les changements fondamentaux qui instaureront un âge d'or de fraternité et de justice. Vraiment, nous vivons une époque unique dans l'histoire du monde. Il nous faut donc reconsidérer le sens et le but de notre vie. Le chemin sera montré par Maitreya lui-même et il se présentera sous les traits. Ces gens-là sont le produit direct du New Age de Blavatsky, Bailey, Steiner, qui ont les connexions que l'on a vues. En réalité, ce sont eux qui apparemment décident des directions que doivent prendre le monde depuis des siècles. Donc, ces mêmes nous font de grandes leçons, se croient plus légitimes que tout le monde, alors qu'ils ont juste du sang sur les mains. Ils croient fermement que les religions ont fait verser du sang, plus que n'importe qui d'autre, etc. Ah d'accord. Et eux sont blancs comme neige. En réalité, ils sont juste furieux d'avoir été mis à l'écart de la direction du monde depuis que les chrétiens ont rejeté la gnose, et surtout depuis que les Templiers ont été jugés et massacrés en 1314. Ils ont continué à œuvrer, mais en silence. Et ils essayent juste de se légitimer auprès du peuple pour mieux faire passer leurs infamies. Donc, ils tapent sur les méchants de religion, selon eux, responsables de tous les maux du monde. Ah oui, si vous aviez un doute à propos des Templiers, dites-vous bien que c'était l'organisation la plus puissante au Moyen-Âge, et qu'au début du XIVe siècle, on avait atteint un point où il y en avait des dizaines de milliers qui travaillaient pour l'ordre. Ils possédaient des terres partout, des banques, beaucoup d'argent. Ils étaient derrière quasiment chaque grosse transaction, etc. Vous croyez vraiment qu'ils ont tous été exécutés en 1314? Non. Ils n'ont pas exécuté des dizaines de milliers de personnes. Impossible. Donc je disais, ils tapent sur les méchantes religions, selon eux, responsables de tous les maux du monde. Et en particulier, eux, la religion chrétienne. Mais avec eux, quels sont les moyens qu'ils ont utilisés pour parvenir à leur fin? C'est simple, ils agissent comme les services secrets, puisqu'ils sont anonymes et en dehors des lois. Ils ont donc carte blanche, avec tous les dégâts collatéraux que ça implique. Bon, je ne veux pas vous perdre, hein. J'essaie d'expliquer les grandes lignes. Donc tout ça nous amène à aujourd'hui. On parlait un peu de 68. Écoutons d'abord Lénine, qui nous disait qu'il n'y a pas de manifestation spontanée. Écoutons maintenant Jacques Bergier, qui nous disait que les fauteurs de troubles de 68 étaient financés par des cellules communistes de Belgique. Mais 68 qui parlait plutôt d'un mouvement spontané. Oui, ces publications négligent simplement un fait élémentaire, c'est que les centres maoïstes de Bruxelles fournissaient un mouvement 1 milliard de francs par jour. À part ça, c'était spontané. C'est quoi ce centre maoïste de Bruxelles? Eh bien, c'était une boutique de l'interterror. Et Cohn-Bendit, alors, ce serait comme ça, un agent de l'interterror? C'est beaucoup dire un agent, disons, dans chaque opération de ce genre, on attire également des imbéciles. Mais comme en 1789, les choses ne sont pas arrivées tout d'un coup. Tout a été minutieusement préparé à l'avance. La dégénérescence de la jeunesse, ou leur libération selon eux, a commencé plusieurs années avant 68. Regardons par exemple le film Blow Up de Antonioni, The Party de Peter Sellers. Bon, c'est des films tout à fait bien, mais qui montrent bien qu'avant 68,
ça doit être, je sais pas, vers 66 par là, on avait déjà dans certains films dits modernes, tous les prémices du désordre futur. Le mot d'ordre est donné, faites ce qui vous plaît. Doctrine de l'Ordo Templi Orientis, au passage. Envoyez paître l'ordre et foutez le bordel. Prenez des drogues, couchez avec qui vous voulez, libérez-vous. Ah, au passage, rappelons qu'à cette époque, le LSD est répandu dans la société civile, après avoir été testé par les scientifiques américains pour la CIA. Ils l'ont testé sur la population, dans des affaires comme celle de Pont-Saint-Esprit, et aussi sur des militaires et civils non consentants, pendant les expérimentations MK-Ultra de la CIA. Si vous n'y croyez pas, allez regarder les dossiers déclassifiés de la CIA, qui sont sortis pas avec grand plaisir pour la CIA, mais parce qu'ils ont été contraints par des sénateurs. Voilà. Alors là, autre paradoxe. Ils veulent libérer les esprits, mais ont utilisé la contrainte pour tester en amont les effets de leur drogue. Ils veulent notre bien, mais on a soigneusement fabriqué et testé ensuite les effets de la drogue avant de la répandre dans la population. Ah ouais, très démocratique, effectivement. Ils sont prêts à tout pour réussir dans leur plan. À tout. Vos vies, vos états d'âme n'ont aucune importance. Vos vies, vos états d'âme n'ont aucune importance pour eux. Donc, pour faire très court, ils veulent libérer l'homme de ses entraves étant bien sûr la religion, l'autorité, peut-être les gouvernements, les guerres, mais bizarrement, pas le grand capital, pas le capitalisme. Si ? Oh, ils font un peu semblant, bien sûr. Il faut bien, sinon on trouverait ça louche. Mais dites-moi, qui finançait ces films de propagande New Age ? Les producteurs d'Hollywood, au portefeuille bien garni. Les mêmes producteurs qui, selon l'agenda qui les arrangeait, ont produit des films de propagande anti-musulmans où on nous présentait les musulmans comme des arriérés dans tous les films péplum à partir des années 40, ou bien des films pro-guerre, comme par exemple True Lies, qui est un très bon film par ailleurs, mais qui nous présente les musulmans comme des bons à rien, et qui légitime la guerre du Golfe. D'ailleurs, savez-vous que les liens entre Hollywood et Washington sont très étroits ? Il est possible d'avoir de grosses subventions et soutiens sur un film lorsque l'on place le drapeau américain ou des officiels, militaires, policiers, etc. Ils vous prêtent argent et matériel, mais peut-être aussi lorsqu'on place d'autres choses, allez savoir. À ce propos, ne croyez pas que ces arrangements n'ont lieu qu'aux USA. En France, on a par exemple des films en apparence anodins et tout à fait sympathiques, comme Ah si j'étais riche, qui dès début 2002 font la promotion de la Française des Jeux, de l'euro nouveau et de la banque Rothschild. Pas possible. Faut compter sur nous, monsieur, pas de problème. Bienvenue chez Rothschild, monsieur Bonnard. C'est votre femme qui doit être contente. Château Lafite Rothschild 85. Oh putain. Il a tout de même un gros inconvénient. Après, on a du mal à boire autre chose. Bienvenue chez Rothschild. Soyez attentifs aux techniques subliminales et ne vous laissez pas manipuler. À propos de manipulation et de cinéma, avant 2012, qui marque la rupture pour les occultistes entre le soi-disant âge des poissons et le soi-disant âge du Verseau, et pourquoi pas aussi leur rupture entre monde ancien et moderne. Donc avant 2012, ils ont bien pris soin de nous bombarder de films apocalyptiques ou post-apocalyptiques pour nous préparer subliminalement à un ancrage, celui de la rupture pré- et post-2012. Ils sont bien sûr capables de propagande. Ils avaient bombardé le public américain, et pas seulement, de films sur les ovnis et autres envahisseurs de l'espace à partir de 1947, ce qui correspondait aux premières apparitions officielles d'ovnis. Au fait, quels seraient leurs intérêts à nous faire croire que des populations extraterrestres nous visitent ? Eh bien, comme ils sont prêts à tout pour s'acheter une légitimité, ils ont introduit le concept d'extraterrestre pour ensuite nous faire comprendre qu'ils étaient nos ancêtres et anciens dieux, théorie des anciens astronautes, pour mieux chasser nos religions. Il y a aussi la possibilité qu'ils utilisent ça, entre autres, pour nous maintenir dans une peur irrationnelle, et ainsi nous imposer ce qu'ils veulent. Quand je parle de s'acheter une légitimité, ils sont grands coutumiers du fait. On peut citer l'exemple de la maçonnerie, dont certains, rites de Memphis-Mizraïm par exemple, font remonter l'origine aux Égyptiens. La plupart des autres rites se contentent de la création du premier temple de Jérusalem comme point de départ. À peu près la même chose pour les Rosicruciens. En fait, ils font exactement la même chose que ce qu'ils reprochent au christianisme, d'avoir écrit une histoire, la Bible, pour mieux légitimer leurs propos et leur présence. Je mets tout ça entre parenthèses, bien sûr. En réécrivant l'histoire à leur sauce, ils essayent d'imposer leur dogme New Age. Ils veulent remplacer, en fait, d'anciens dogmes par le leur. Et on devrait accepter ça comme ça. J'espère que je vous ai pas perdu, hein. On va parler de manipulation mentale par la musique et l'image.
et en quoi ces manipulations révèlent leur philosophie. Tous les styles musicaux que je vais vous citer, je vais pas faire l'hypocrite, j'en écoute et parfois j'aime bien. Ce que je vais vous montrer, c'est pourquoi ils ont été mis en avant en suivant un certain timing. Après 68, le funk a progressivement débouché sur le rap, qui est en fait un phrasé parlé sur une musique funk. Après les tout débuts funky, The Furious Five, Sugar Hill Gang, on a très vite basculé sur un électro-rap très robotique, Afrika Bambaataa, qui puise son inspiration chez Kraftwerk, ou plutôt qui leur vole carrément des samples. Groupe allemand ayant véritablement créé la musique techno avec une identité robotique. On peut dire même une identité transhumaniste. Petite parenthèse, on dit que c'est toujours les blancs qui volent la musique aux noirs, la preuve que c'est faux. Alors il y a plusieurs choses qui vont nous intéresser. La promotion du transhumanisme avec Kraftwerk et les liens maçonniques des Shriners et avec la Zulu Nation dans le milieu rap. Une très bonne vidéo avait été faite sur la preuve de tout le subliminal maçonnique dans beaucoup de clips de rap. On a aussi la symbolique Zulu Nation, qui est une sorte de secte d'inspiration maçonnique Illuminati pour les blacks. Symboles égyptiens, maçonniques, etc. Je pense que nos dirigeants invisibles ont fait la promotion du rap pour créer une pseudo-rébellion, comme ils l'avaient déjà fait avec le rock et le heavy metal, et faire, tant qu'on y est, la promotion du matérialisme, fric, voiture et du sexe. Quand je dis pseudo-rébellion, c'est que ceux parmi les plus riches du rap sont des parvenus, des nantis, qui brassent des millions tout en parlant de leur soi-disant passé difficile. Il y a de nombreuses impostures dans le rap, mais pas que. Certains se sont élevés contre certaines choses, Tupac, DMX, Kanye West et bien d'autres. Regardez ce qui leur est arrivé. Maintenant, on les tue plus, on les lobotomise, Kanye West, dès qu'ils sortent du rang. En ce qui concerne la techno, elle a été mise en avant pour plusieurs choses. D'une part, c'est une musique à caractéristiques hypnotiques. La parfaite combinaison entre basse profonde, rythme régulier et percussif, qui parle davantage au public masculin, et mélodie dans les médiums aigus, public féminin. C'est une musique qui peut plaire à tous, peu importe le sexe, l'âge, l'origine ethnique. Puisque on fait plaisir à tout le monde, par exemple en incorporant des samples de musique tribale, par exemple, des congos pour plaire à un public africain, on va mettre des éléments asiatiques pour plaire aux asiatiques, etc., etc. Pour nos dirigeants invisibles, c'était la musique de leur futur, puisqu'elle permettait de fédérer tout le monde autour d'une même musique. Autre intérêt, c'est une musique répétitive et hypnotique, qui encourage aussi nos bas instincts, mais aussi qui nous rend nous-mêmes plus robotiques dans notre comportement. Parfait pour nous transformer en travailleurs esclaves et consommateurs. Bien que j'aime beaucoup Kraftwerk, ils ont beaucoup contribué à l'agenda transhumaniste, peut-être malgré eux, puisque pour leur album The Man Machine, l'homme machine, ils avaient fait un concert où, paraît-il, personne ne pouvait deviner si c'était eux sur scène ou bien des robots. Eux étaient en fait dans le public. Que dire aujourd'hui avec ces concerts hologrammes? Par exemple, on a ABBA prochainement. Sont-ils tellement paresseux qu'ils ne souhaitent plus se présenter au public? Ou bien, je sais pas, sont-ils morts? Ou dans une autre dimension? Pour en finir avec la musique, c'était déjà la propagande de nos dirigeants invisibles à l'œuvre lorsqu'on voyait John Lennon nous faire le signe de Krishnamurti sur une photo. Pour faire la transition avec le cinéma, on a aussi une photo de De Funès, plus surprenant, faisant le même signe. Et puis on a plein d'autres exemples. Ça prouve que ces signes ne datent pas d'aujourd'hui. Mais pourquoi font-ils ça et comment ça se passe? Je pense que les acteurs et autres stars qui font ces signes ne saisissent pas forcément toute la portée de ces symboles. Il doit y avoir une organisation, une secte, très populaire chez les stars, mais gardée secrète pour les yeux du grand public. Est-ce la scientologie, la théosophie, l'église de Satan? Tout ça réuni? Difficile de savoir. En tout cas, il est probable qu'on leur dise que c'est pour une bonne cause. Sinon, ils ne prendraient pas le risque de se faire détester du public. Ou alors ils n'ont pas le choix, car étant financés par les puissants. Je sais pas trop en fait. Si c'est pour une bonne cause, on leur dit un truc du genre, c'est un mouvement déjà bien avancé, qui œuvre à l'avancement et au perfectionnement du genre humain. Ou une bêtise dans le genre. La même chose que l'on dit aux maçons néophytes, probablement. Alors parlons un peu de cette propagande libertaire au cinéma. Je suis sûr aussi que ce sont eux à l'œuvre derrière la propagande LGBT de plus en plus présente au cinéma. Et même maintenant dans les séries TV. Ça fait quelques années déjà.
Comment expliquer qu'un film aussi mauvais et sale que La vie d'Adèle ait été mis en avant? Et surtout qu'il ait été à peine interdit aux moins de 12 ans. Pourtant, je vous garantis que si vous voyez ce film à 12 ans, ça va vous marquer. Ça me fait penser à une monitrice de centre aéré qui avait témoigné sur un forum alors qu'elle avait emmené toute une classe de jeunes enfants voir une pièce de théâtre, pensant voir quelque chose d'acceptable, alors que le titre de la pièce était trompeur et mettait en scène des acteurs faisant quasiment l'amour sur scène en groupe. À quoi correspond ceci, en fait? Eh ben, au fais ce qu'il te plaît sera la loi de l'Ordo Templi Orientis, l'Auto. Regardez bien les titres des clips actuels, genre Dua Lipa, la nouvelle Algérie LGBT. New Rules. En fait, ils veulent nous imposer leur nouvelle loi, entre guillemets. Et pour imposer leur vue au grand public, ils utilisent la tromperie pour nous attirer dans leur piège. Ils veulent que des enfants voient ça dès le plus jeune âge. Tous les moyens sont bons. Sur YouTube, ils achètent des vues, des likes, des abonnés en masse. Je vous montre les preuves. Ajoutons aussi que la plupart des gros youtubeurs font partie de réseaux MCN, Multi-Channel Network, qui traficotent avec YouTube, ce qui explique peut-être pourquoi leur algorithme met en avant, ou a mis en avant à une certaine époque, tout ce qui peut faire avancer leur agenda. Alors la grande question, pourquoi met-il en avant l'homo ou la bisexualité? Pour 3 raisons principales. La première, c'est que ces sectes croient dur comme fer que l'être humain originel était bisexué, mais également immortel. Ce qui lui donnait, selon eux, une puissance inégalée, qu'on nous a retirée ensuite. Lisez Blavatsky, elle en parle. Il y a aussi Jean-Michel Angebert, qui a écrit beaucoup d'ouvrages sur ces thèmes, qui en parle également. Donc cela leur apporte de la légitimité. Deuxième raison, la promotion de ce type de sexualité correspond bien au fait ce qu'il te plaît sera la loi. Il n'en faut selon eux plus aucune entrave à l'homme. En fait, ce qu'ils ne nous disent pas, c'est que contrôler l'énergie sexuelle des gens, c'est pouvoir canaliser, manipuler leur plus grande force. Si on a une sexualité débridée et incessante, on remarque une baisse de la volonté chez ces personnes. Parfait pour l'esclavagisme moderne. Troisième raison, certaines élites disent qu'on est trop nombreux sur Terre. Ils ont même écrit des manifestes de dépopulation. Comment stériliser par la nourriture et autres joyeusetés. Donc, mettre en avant une sexualité séparée de l'acte procréateur sert évidemment leur agenda de mort. Enfin, pour mieux comprendre ça, je vous invite à lire Le Grand Secret de Barjavel. Oui, c'est un roman, et alors? Ils préparent le terrain en testant leurs idées sur le grand public. Donc, dans ce roman Le Grand Secret, on nous dit qu'il a été trouvé un vaccin permettant de nous rendre immortels. Mais cela est caché au peuple, car tant que l'on procrée, c'est mathématiquement dangereux, car on ne ferait que se multiplier. Donc ils ont trouvé un moyen de stériliser les hommes et les femmes par la nourriture. Et ceux-là vivent sur une île, en harmonie, et ayant une sexualité libre, limitée au plaisir mécanique. Sérieusement, que voit-on aujourd'hui? Une nourriture, des produits ménagers et autres joyeusetés qui ont tous un point en commun, ce sont des perturbateurs endocriniens, comme par hasard. Ne me dites pas que les autorités sanitaires du monde entier sont pas au courant. Si elles laissent faire, c'est qu'elles ont un objectif, non avouable. Par ailleurs, de plus en plus de fiction ou même de personnes connues, interviewées, nous parlent de cette merveilleuse surprise, tout en restant vague, qui nous attend tous. Si, lisez entre les lignes. Attali dans ses fictions, Dan Brown, Barjavel, plein d'autres. Et le patron de PayPal, je crois que c'est Peter Thiel, et ceux de Google, Larry Page, Sergey Brin, ils financent activement les recherches sur l'immortalité. Renseignez-vous. Donc, vous avez compris? Il est très probable qu'ils nous préparent la grande surprise de l'immortalité, et en même temps, notre stérilisation. Ils veulent notre bien. Ils sont gentils, hein? Ah, au fait, ils nous ont pas dit si l'immortalité était seulement réservée à certaines élites ou à tous. Pour résumer tout ça, il faut conclure à un moment, souhaite-t-il un être humain hybride, augmenté, immortel et stérile? Si tel est le cas, êtes-vous d'accord avec ça? Si vous n'êtes pas d'accord, alors il faut continuer à nous battre contre nos ennemis. Il faut se coordonner, pas se tirer dans les pattes avec des querelles inutiles. Le FMI a redit que le risque d'une nouvelle crise financière est colossal. Le niveau de dette a augmenté 4 fois plus vite que le PIB aux États-Unis. En Chine, pour éviter une récession violente, il a fallu mettre 44% du PIB sur la table. Stiglitz dit que depuis 2008, on s'est contenté de déplacer les fauteuils sur le pont du Titanic. Les deux moteurs de l'économie mondiale, les États-Unis et la Chine, peuvent exploser n'importe quand. Le système, c'est plus qu'un immense château de cartes. Tout tient mais à très peu de choses. Le moindre accident peut dégénérer. Comme le monde est désormais entièrement globalisé et relié à la seconde près, n'importe quel choc peut se propager d'un bout à l'autre de la planète en quelques minutes. Il faut savoir aussi que 70% des banques sont en faillite virtuelle, je vais y revenir plus tard. Alors qu'est-ce qui pourrait résulter de tout ça? Peut-être pas une spoliation totale de notre argent, mais au moins un très gros hold-up. Alors quelles sont les bulles qui menacent d'éclater? On peut citer la bulle boursière, la bulle obligataire,
la bulle hypothécaire, la bulle des prêts des entreprises, la bulle de l'immobilier. Et rien qu'aux États-Unis, la bulle des cartes de crédit, la bulle des prêts étudiants, la bulle des prêts automobiles, la bulle de la dette fédérale, la bulle des crédits aux ménages. Et c'est le monde entier qui est plein de bulles. Il y a une bulle des dettes souveraines partout, et une bulle des prêts d'entreprise partout, et une bulle des crédits aux particuliers et aux ménages partout. Et une bulle qui éclate, c'est un crash, une crise et une récession économique. Donc chômage, impôts, austérité, réduction de crédit, bref, moins d'argent pour tout le monde, y compris pour l'État qui entretient moins ses services. Donc tout qui se dégrade, routes, éducation, sécurité, hôpitaux, on l'a vu ces dernières années, depuis 2008 déjà. Mais le risque cette fois, c'est qu'il y a plusieurs bulles qui peuvent éclater dans la même période, ou successivement. Quand il n'y en a qu'une, le monde a le temps de souffler et de se relever. Et plusieurs, je vois pas comment le système pourrait s'en remettre. Alors pour votre info, aujourd'hui, une banque européenne standard, c'est 50 milliards de fonds propres, 1500 milliards d'actifs et 30 000 milliards de hors bilan. En gros, ça veut dire que la banque elle a 50 milliards de fonds propres d'argent à elle, 1500 milliards qu'elle gère sur les marchés, et 30 000 milliards avec lesquels elle fait à peu près n'importe quoi. La plupart des analystes aujourd'hui considèrent qu'il y a 10% de risque sur le hors-bilan des banques. Donc sur 30 000 milliards de hors-bilan, c'est 3 000 milliards de risque par banque. Vous pouvez multiplier ce risque par 15 ou 20 pour les plus grandes banques d'Europe. Alors entre parenthèses, on pense que les Allemands, c'est des sérieux gestionnaires, et que la Deutsche Bank, il n'y a pas de problème. Mais la Deutsche Bank, c'est un des plus gros risques pour le monde entier. Et elle est considérée d'ailleurs par le FMI comme le plus important contributeur de risque systémique. Alors il faut voir de quel niveau de risque on parle déjà. Pour vous donner un exemple, lors de la dernière crise, la banque Lehman est tombée à cause de 146 milliards de dollars de produits dérivés pourris, les fameux subprimes. Devinez combien de dollars la Deutsche Bank a de ce genre de produits? 39 000 milliards. On a ce chiffre tiré du rapport de la Deutsche Bank en décembre 2017, OTC dérivative, 38 173 milliards de dollars. Est-ce que vous voyez la différence de risque? À titre indicatif, le budget annuel de l'Allemagne, c'est 320 milliards d'euros. D'accord? Alors est-ce qu'en France, on est à l'abri? La seule BNP compte pour presque 30 milliards de produits à risque. 200 fois ce qui a fait exploser la crise de 2008. Société Générale, 16 922 milliards. Crédit Agricole, 14 325 milliards. BPCE, 5 348 milliards. Au total, 59 420 milliards d'euros. Donc c'est Charles Gave qui dit qu'en Europe, 70% des banques sont en faillite virtuelle. Alors là où on dit souvent que les choses pourraient venir d'Italie, c'est que effectivement les montants sont pas énormes, mais il faut savoir que les créances sont vraiment pourries là-bas. Il y en a pour environ 220 milliards d'euros, mais c'est des créances définitivement pourries. Et l'incendie a déjà commencé. L'année dernière, 3 petites banques italiennes, entre guillemets, ont fait faillite. Le montant total de la faillite était de 23 milliards d'euros. Alors on peut toujours dire, mais en France, il y a un fonds de garantie. Ça, c'est la théorie. Mais il est de combien ce fonds? 3 milliards, c'est tout. 3 milliards. Vous voyez le problème? C'est ridicule. Ça peut couvrir, la faillite d'une petite banque régionale. Et rappelons que le système bancaire français a actuellement 73 000 milliards de risques en cours, minimum. Et que même si seulement 10% de ces risques se réalisent, ça fera des pertes pour au moins 7 300 milliards. Donc qu'est-ce qui se passe si le fonds de garantie n'a pas assez? La directive européenne BRRD permettra-t-elle la ponction des comptes? Alors la différence qu'on a aujourd'hui avec les escrocs comme Bernard Madoff, etc., c'est que là c'est des escrocs, mais officiels. Le système entier ressemble à une chaîne de Ponzi. Les États-Unis ne rembourseront jamais les 22 000 milliards de dollars de dette. On sait très bien. Chaque année, ils ne font que rembourser en faisant un nouvel emprunt. Il faut savoir qu'en général, le capital dans ce genre de dette se rembourse sur du in fine, c'est-à-dire à la fin. Donc on peut dire que les États ne rembourseront jamais leur dette réellement. Comme dans toute escroquerie, il y a un perdant. C'est qui? C'est nous. Car en fait, les États ne font en réalité que verser des intérêts, mais avec quel argent? Celui de vos impôts. Madoff disait « Je suis peut-être un escroc qui fait du Ponzi, mais le gouvernement l'est encore plus ». Madoff, c'était 18 milliards. Le gouvernement américain, c'est 22 000 milliards. Alors, c'est mathématique. À un moment, ça va s'effondrer. Ou alors, les États doivent faire quelque chose avant. Et ils ont peut-être ça en tête. Une grande remise à zéro. C'est un des plans secrets qui est étudié par nos classes dirigeantes. Alors, remettre à zéro, mais quoi? Les compteurs du système, monétaire et financier. Quel est l'intérêt? Annuler les dettes. Car il y a des dettes qui sont impossibles à rembourser. Alors, dans le monde, la dette cumulée de tous les États se monte à environ 237 000 milliards de dollars. C'est tellement énorme que ça n'a plus de sens.
Qu'est-ce que dirait Henri Verneuil qui avait fait le film 1000 milliards de dollars? Aujourd'hui, les échelles sont plus les mêmes. Alors les gros poissons, ils font semblant qu'ils rembourseront la dette, mais ils se contentent de payer les intérêts. Et quand il le faudra, ils remettront les compteurs à zéro. Donc, est-ce que les États se mettraient d'accord pour annuler toutes ces dettes? Oui, mais les États doivent de l'argent aux banquiers. Mais ils ne peuvent plus rembourser. Donc ils diront aux banquiers de te servir là où il y en a encore, sur nos comptes. Alors, qu'est-ce qui nous permet de croire que ce scénario-là, il est sérieusement envisagé par les élites? Il y a 4 ans déjà, Christine Lagarde a prononcé en petit comité le terme de reset. Et au FMI, on ne choisit pas les mots au hasard. En 2014, devant 60 personnes à Davos, Forum des dirigeants économiques et politiques internationaux, elle avait une première fois parlé de ce terme. Et depuis, elle a dû le prononcer une bonne centaine de fois. Alors ça permettrait éventuellement de repartir sur de bonnes bases. Mais en quoi ça nous concerne, nous? C'est simple, votre argent ne vous appartient déjà plus. Mais finalement, est-ce que nos comptes seraient remis à zéro ou pas? Personne ne peut le dire à l'heure actuelle. Ça dépendra de l'ampleur de la crise. Ce plan, pour qu'il fonctionne vraiment, c'est-à-dire pour que les gens ne se révoltent pas, mieux qu'ils soient contents de leur sort, comme un petit peu dans Aldous Huxley, ces instigateurs doivent d'abord attendre une grosse crise. Elle est en train d'arriver. Il faut ensuite que l'on craigne que la situation empire. Et pour éviter que ça dégénère, l'État peut décider de bloquer les comptes bancaires, l'assurance vie, etc. Là, la peur va commencer à se disséminer. Tout le monde aura la trouille. Un objectif, mettre la trouille à tout le monde pour mieux les manipuler ensuite. Parce que quand les gens auront peur pour leur argent, ils seront prêts à accepter n'importe quoi. Le premier sauveur venu sera accueilli avec soulagement. Alors maintenant, j'ai quelques petites citations à vous donner en rapport avec tout ça. On va commencer par notre grand gourou Jacques Attali. Première citation qui n'est pas dénuée d'intérêt, on fait abstraction du personnage. Si rien n'est fait, surviendra une catastrophe, un tsunami auquel personne, pas même les plus riches ni les plus puissants, n'échappera. Donc je répète, pas même les plus riches ni les plus puissants n'échappera. Bon, ça a tendance à me rassurer, déjà. Une autre citation d'Attali, plusieurs pays d'Europe et d'ailleurs se préparent sans le dire à se déclarer en faillite. Alain Minck maintenant. La crise à laquelle nous serions confrontés pourrait tourner à la crise finale de l'économie de marché, avec à la clé les conséquences qu'il est loisible d'imaginer sur la démocratie et la vie en société. L'apocalypse n'est pas exclu. Très intéressant ce terme d'apocalypse. Philippe Béchade maintenant, analyste financier et président des Iconoclastes. Le système est déjà dans le coma dépassé. Le marché est désormais maintenu en vie artificielle. Aucune banque centrale ne peut plus le ramener à la vie, la vraie. Autre citation de Philippe Béchade. Comment cela se terminera-t-il? Probablement par une refonte complète du système financier. François Langlais. Les temps nouveaux de la répression financière commencent, avec la chasse aux contribuables et à l'épargnant trop mobile. Simone Wappler, journaliste spécialisée dans les analyses et conseils financiers. L'État, pour survivre, n'aura qu'une solution, faire main basse sur notre argent. Tous les moyens seront bons pour assurer cette survie, y compris nous dépouiller. Voilà, donc tout ça, ce sont des experts, des économistes et autres. Je pense que ça constitue quand même des preuves solides, là. J'espère que vous n'allez pas me dire où sont les preuves. Ça n'est qu'un délire paranoïaque de ta part. Non, non. Et mon but, c'est pas de vous faire peur, c'est de vous réveiller et pour qu'on puisse chacun prendre les mesures qui s'imposent. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Je voulais vous présenter également mon nouvel espace sur Patreon qui en fait vous permet d'accéder à mes vidéos un jour à l'avance et aussi d'avoir accès à une vidéo exclusive par semaine sur un thème choisi. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre soutien qui me permet en fait de passer davantage de temps sur mes recherches historiques, livresques et autres, et aussi de passer plus de temps sur le montage des vidéos